La nuit tombait sur Paris comme un manteau de velours sombre, parsemé de lumières scintillantes. Au loin, les gratte-ciels projetaient leurs silhouettes contre le ciel nocturne. Mais ici, dans les faubourgs poussiéreux de la métropole, l'obscurité était presque totale. Une fillette d'environ 9 ans, aux cheveux emmêlés et à la peau tannée par le soleil, marchait pieds nus sur le bord de la route, ses petits doigts grattant la terre à la recherche de quelque chose qui pourrait lui servir. Ses yeux, d'un marron profond, reflétaient une sagesse impropre à son âge, comme s'ils avaient contemplé trop de souffrances en si peu de temps. Sa robe, trop grande pour son corps menu, avait été blanche autrefois, mais arborait désormais une teinte grisâtre, tachée par la terre et l'abandon. Guadalupe, ou Lupe comme certains l'appelaient dans le quartier, était connue comme l'enfant des rues. Personne ne se souvenait de son nom de famille, pas même elle-même. Pour la plupart, elle n'était qu'une autre enfant du vent, errant à la périphérie de la ville, avec le regard perdu et l'estomac vide. Cependant, en ce soir d'août 1965, le soleil brûlant ne serait pas la seule chose à lui brûler la peau. Il y aurait aussi la vérité qu'elle était sur le point de découvrir. Elle avait cessé de compter les années lorsque la faim commença, à estomper les jours, les transformant en une succession interminable de recherches de nourriture, d'eau, d'un endroit sûr où dormir. Cet après-midi-là, alors qu'elle fouillait près de l'autoroute poussiéreuse, cherchant dans les déchets des bouteilles d'eau à moitié vides ou des restes de fruits, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une paire de chaussures, noires, trop polies pour le désert urbain, dépassant derrière un arbre tordu. Lupe s'approcha furtivement, s'attendant à trouver un cadavre. Dans sa courte vie, elle avait déjà vu trop de morts pour être surprise. Cependant, ce qu'elle trouva fut un homme, vivant, à peine. Il était attaché avec une grosse corde, effondré contre l'arbre, la sueur ruisselant sur son visage. Son costume, autrefois impeccable, était sale et froissé, et ses lèvres craquelées par la déshydratation. « De l'eau » murmura-t-il d'une voix rauque. « S'il vous plaît, de l'eau. » Lupe resta immobile, paralysé par la peur et la méfiance. Ses instincts lui criaient de fuir. Elle avait appris dès son plus jeune âge qu'aider la mauvaise personne pouvait entraîner des coups ou pire. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont l'homme parlait, quelque chose qui n'était ni menaçant ni effrayant. Juste, brisé. « Qui vous a attaché ?» demanda-t-elle d'une voix rêche comme le sable. « Des hommes. Ils sont partis. Ils pensaient que quelqu'un me trouverait. Personne n'est venu. » Elle l'étudia longuement. Il ne ressemblait à personne qu'elle. Elle connaissait, trop propre, même maintenant. Ses mains, malgré la saleté, montrèrent des signes de soin, et sa montre dorée brillait sous la lumière du soleil couchant. « Vous êtes riche ?» demanda-t-elle sans détour. Il tenta de rire, mais le son sortit comme une toux sèche. « Je l'étais. Je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. » Lupe hésita, se mordant la lèvre inférieure. Puis, elle fit demi-tour et courut, non pas pour s'éloigner, mais vers un petit ruisseau qui serpentait à un demi-kilomètre de là. Elle revint avec une bouteille sale, à moitié pleine d'eau trouble. Il la but comme s'il s'agissait d'or liquide, fermant les yeux à chaque gorgée, tandis que quelques gouttes rebelles s'échappaient des coins de ses lèvres craquelées. « Pourquoi quelqu'un vous laisserait comme ça ?» demanda-t-elle, observant comment l'homme reprenait un peu de couleur. « Parce qu'il pensait que j'importais. Apparemment, ce n'est pas le cas. » Elle plissa les yeux, intriguée par l'amertume dans sa voix. « Je vais appeler quelqu'un, il y a un téléphone près de la station-service. Il fonctionne à peine, mais... »« Non !» s'exclama-t-il. « S'il vous plaît, pas encore. J'ai besoin de temps. »« Pourquoi? Qu'est-ce que vous cachez ?» L'homme ferma les yeux. « Les gens qui auraient dû se soucier ne l'ont pas fait. Les gens en qui j'avais confiance m'ont trahi. » Lupe croisa les bras sur sa poitrine maigre. Ça sonne familier. Il la regarda alors. Vraiment la regarda. Ses yeux, de la couleur de l'ambre, parcoururent le visage sale de la fillette, s'arrêtant sur ses traits. « Comment vous appelez-vous » Elle hésita. « Guadalupe, je crois. »« Vous croyez ?» Elle haussa les épaules. « C'est comme quelqu'un m'a appelé une fois. »
Le silence s'étendit entre eux, lourd et chargé de questions non formulées. Puis, elle dit, presque comme une pensée tardive, « Ma mère m'a abandonnée quand j'étais petite. Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle ne l'a pas fait. » Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Il y a combien de temps de ça ? » ?»« Je ne sais pas. Plusieurs années. » L'homme tenta de bouger, mais les cordes l'en empêchèrent. « Vous m'aiderez à me libérer ?» demanda-t-il doucement. Lup secoua la tête. « Non, ça pourrait être dangereux. Je ne vous connais pas. » Il sourit faiblement. « Vous êtes sage pour votre âge. » Cette nuit-là, elle veilla sur lui comme un animal prudent prenant soin d'un autre de son espèce. Elle lui apporta plus d'eau et un morceau de pain dur qu'elle avait gardé pour les urgences. Aux premières heures du matin, elle se faufila et passa un coup de fil depuis le téléphone, public fêlé comme elle l'avait menacé. « Il y a un homme attaché à un arbre près du kilomètre 82. Il n'est pas mort, pas encore. » Le lendemain matin, Lup revint auprès de lui et dit simplement « Quelqu'un arrive, ne leur mentez pas. » Quand la patrouille s'arrêta, l'officier, une femme aux yeux doux et au ton ferme, resta immobile en voyant l'homme. « Don Emilio Suarez ?» murmura-t-elle. « Il est vivant ?» Lup observa pendant que l'homme clignait des yeux, confus. « Vous me connaissez ?»« Bien sûr, la moitié de la ville vous recherche. Votre famille a signalé votre disparition il y a une semaine. » Il regarda Lup. « Famille » répéta-t-il avec amertume. « Bien sûr. » Pendant qu'on l'aidait à monter dans la patrouille, l'officier se tourna vers Lup. « Et vous, petite, vous avez où aller ?» Lup secoua la tête. Don Emilio se tourna, déjà faible de l'effort de se lever. « Elle vient avec moi. »« Quoi ? Elle ne peut pas simplement... »« Elle m'a sauvé la vie, dit-il, et j'ai besoin de savoir qui elle est. » Dans la chambre blanche et stérile de l'hôpital, quelques jours plus tard, Lup était assise inconfortablement sur une chaise trop grande pour elle. Elle détestait l'odeur de l'alcool et le silence oppressant. Elle était sur le point de s'éclipser quand Don Emilio l'arrêta. « J'ai demandé à quelqu'un de faire des recherches sur vous, » dit-il doucement. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai eu une fille autrefois. Elle est partie quand elle était jeune. Je n'ai plus jamais dû de ses nouvelles. J'ai été un imbécile. J'ai été cruel envers elle. » Lup ne répondit pas, mais ses yeux se fixèrent sur les siens. « Elle a eu un bébé, une fille. Sur l'acte de naissance, le nom du père n'était pas mentionné. Le nom était Guadalupe. » Sa respiration se serra dans sa gorge. « Ma petite fille, » murmura-t-il, « c'est vous. » Lup laissa échapper un rire bref et froid. « C'est ça l'histoire. L'homme attaché à l'arbre est mon grand-père ? Ça sonne faux. J'ai des preuves, » dit-il, plaçant une photographie usée dans sa petite main. Une femme aux cheveux noirs, avec des yeux identiques à ceux de Lup, tenant un bébé emmitouflé dans une couverture râpée. « Je ne veux pas de votre argent, » lança-t-elle. « L'argent, je m'en moque, » répondit-il. « Je veux ma petite fille, si elle m'accepte. » Elle ne répondit pas. Elle se leva simplement, la photographie serrée entre ses doigts tremblants, tandis que 1000 questions et émotions contradictoires bouillonnaient dans son esprit. Les jours devinrent des semaines. Lup n'alla pas vivre dans un hôtel particulier, ni voyager en limousine. Don Emilio l'emmena dans une petite maison qu'il possédait en banlieue, loin des caméras, loin des questions. Il l'inscrivit à l'école. Il apprit à préparer des toasts. Elle apprit à faire confiance. Parfois, Lup se réveillait en hurlant au milieu de la nuit, tourmenté par des cauchemars d'abandon et de solitude. Parfois, Don Emilio pleurait en silence, contemplant la photographie de sa fille. Aucun des deux ne parlait beaucoup du passé, mais celui-ci vivait entre eux, se transformant lentement en quelque chose de plus doux, de plus supportable. Un soir, après le dîner, Lup posa un mot plié sur la table. « Vous pouvez le lire ?» dit-elle. Don Emilio l'ouvrit. À l'intérieur, avec des lettres tremblantes, elle avait écrit « Je ne vous croyais pas, je ne croyais personne, mais vous êtes resté, c'est ça qui compte. » Il leva les yeux remplis de larmes. « Vous n'êtes plus attaché, dit-elle. Et moi non plus.
Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Continuons. Les matins dans la petite maison de banlieue commencèrent à suivre une routine réconfortante. Don Emilio préparait le petit déjeuner avec des mains tremblantes mais déterminées, tandis que Lup, qui portait désormais un uniforme scolaire propre, préparait son sac à dos. Leur conversation était brève, prudente, comme s'ils craignaient tous deux de briser la paix fragile qu'ils avaient construite. « Comment ça se passe à l'école ?» demanda-t-il un jour, alors qu'il servait des œufs brouillés dans une assiette ébréchée. « Bien, répondit-elle, mâchant lentement. La maîtresse dit que j'apprends vite. Je le sais. Vous êtes intelligente. Comment le savez-vous? Vous ne me connaissez presque pas. Don Emilio s'assit en face d'elle, une tasse de café entre ses mains ridées. Votre mère était pareille, brillante. Elle pouvait apprendre n'importe quoi, en un seul regard. La mention de sa mère fit se crisper Lup. Pourquoi est-elle partie? Le vieil homme soupira. Elle était jeune, à peine 17 ans. Je voulais qu'elle étudie, qu'elle devienne quelqu'un d'important. Elle voulait être libre, vivre sa vie à sa manière. Nous nous sommes disputés. Je lui ai dit des choses terribles. Le lendemain, elle était partie. Et elle m'a laissé. À moi, murmura Lup, plantant la fourchette dans les œufs avec plus de force que nécessaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, confessa Don Emilio. Je l'ai cherché pendant des années, mais c'était comme si la terre l'avait avalé jusqu'à ce que vous apparaissiez. Lup leva les yeux. Comment savez-vous que c'est moi? Vraiment, une photo ne prouve rien. Vous avez ses yeux, répondit-il, et son menton, et sa façon de froncer les sourcils quand vous êtes en colère. C'est pour ça que vous m'avez emmené ici, parce que je lui ressemble. Don Emilio secoua la tête. Je vous ai emmené ici parce que vous m'avez sauvé la vie alors que vous auriez pu me laisser mourir, parce que vous êtes courageuse et forte. Et oui, aussi parce que je crois que vous êtes ma petite fille. Mais si vous ne l'étiez pas, vous seriez toujours la bienvenue dans cette maison. Et cet après-midi-là, alors qu'ils rentrèrent de l'école, une voiture noire s'arrêta près d'eux. La vitre se baissa, révélant le visage d'un homme d'âge moyen, aux cheveux parfaitement peignés et à l'expression tendue. « Papa, dit l'homme. Enfin, je vous retrouve, nous devons parler. » Don Emilio se raidit. « Ricardo, qu'est-ce que tu fais ici? »« Qu'est-ce que je fais ici? Vous avez disparu pendant des jours, puis nous avons appris que vous aviez été enlevé, et maintenant vous vivez dans ce endroit avec cette gamine ?» Lup sentit la main de Don Emilio se resserrer sur la sienne. « Cette gamine m'a sauvé la vie, dit-il d'une voix ferme, et elle s'appelle Guadalupe. » Ricardo regarda la fillette avec méfiance. « Papa, l'entreprise est en crise, les actionnaires sont nerveux, nous avons besoin que vous reveniez. »« Je ne suis plus le président de l'entreprise, Ricardo. J'ai démissionné. Il y a des années, vous vous souvenez, c'est la vôtre maintenant. Mais vous êtes toujours le principal actionnaire. Votre nom a du poids, votre absence cause des rumeurs. Êtes-vous préoccupé par mon bien-être ou par la valeur des actions ?» demanda Don Emilio avec amertume. Ricardo soupira. « Les deux, papa. S'il vous plaît, venez à la maison. Juste pour parler. Emmenez la gamine si vous voulez. » Don Emilio regarda Lup. « Qu'en penses-tu? Devrions-nous y aller ?» Elle haussa les épaules, mais ses yeux révélaient sa peur. « C'est votre fils ?»« Oui, ton oncle, je suppose. »« Il sait pour... »« Moi? Non, personne ne sait pour toi, pas encore. » Lup hocha lentement la tête. « Alors, allons-y. » Le manoir des Suarez se dressait dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, entouré de jardins impeccables et gardé par de hauts murs. Pour Lup, qui avait passé des années à dormir sous les ponts et sur des terrains vagues, l'endroit semblait sorti d'un rêve impossible. « C'est ici que vous viviez ?» demanda-t-elle alors qu'ils traversaient des énormes portes en fer forgé. « Oui » répondit Don Emilio d'une voix distante. Bien que je ne l'ai jamais ressenti, comme un foyer.
Dans le salon principal, décoré d'antiquités et de tableaux d'une valeur inestimable, les attendait une femme élégante, à peu près du même âge que Ricardo, les cheveux attachés en un chignon serré et des perles autour du cou. « Papa », dit-elle, essayant de sourire, « quel soulagement de vous voir en bonne santé. »« Carmen », répondit Don Emilio, embrassant sa joue, « je vous présente Guadalupe. » La femme regarda la fillette de haut en bas avec un sourire tendu. « Enchanté. Ricardo a mentionné que vous aviez adopté quelqu'un. »« Je ne l'ai pas adopté, » corrigea Don Emilio. « C'est ma petite fille. » Un silence de mort tomba dans la pièce. Ricardo, qui venait d'entrer avec un plateau de thé, faillit le faire tomber. « Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda Carmen, la voix tremblante. « Nous sommes vos seuls enfants. » « J'ai eu une autre fille, » répondit Don Emilio avec « calme. Avant mon mariage avec votre mère, elle s'appelait Dolores. »« Dolores ?» répéta Ricardo, incrédule. « La même Dolores dont maman nous parlait parfois, celle qui disait que c'était une histoire inventée ?»« Ce n'était pas inventé, c'était réel. Mon premier amour, avant de rencontrer votre mère. » Nous étions très jeunes. Quand j'ai appris qu'elle était enceinte, mes parents m'ont obligé à m'éloigner d'elle. Ils lui ont donné de l'argent pour qu'elle disparaisse. Mais des années plus tard, une fois établie, je l'ai cherchée. Je l'ai trouvée travaillant dans une usine, avec une petite fille, Dolores. Je lui ai proposé mon aide, une place dans ma vie. Nous nous sommes disputés, elle ne voulait rien savoir de moi, et moi, j'ai été cruel envers elle. Je lui ai dit des choses impardonnables. Carmen s'effondra sur un fauteuil, pâle comme de la cire. Et cette fillette est sa fille, ma petite fille. Ricardo s'approcha de Lupe, l'étudiant attentivement. « Avez-vous des preuves de cela, papa? Autre chose que votre parole ?» Don Emilio sortit de sa poche la photographie usée. « Voici Dolores avec Guadalupe, bébé. De plus, je ferai tous les tests nécessaires, ADN, ce qu'ils veulent. » Carmen prit la photographie avec des mains tremblantes. « Elle vous ressemble, » murmura-t-elle. « Autour des yeux, comme nous tous. »« Et sa mère ?» demanda Ricardo. « Où est-elle maintenant ?»« Je ne sais pas, » répondit Don Emilio. « Guadalupe a été abandonnée il y a des années. Elle a vécu dans la rue. »« Dans la rue ?» répéta Carmen horrifiée. « Ma nièce, une Suarez vivant comme une sans-abri ?» Lupe, qui était restée silencieuse tout ce temps, finit par parler. « Je ne suis pas une Suarez. Je ne sais même pas si je suis vraiment sa petite fille. Je sais seulement qu'il était attaché à un arbre, et je l'ai aidé. »« Attaché à un arbre ?» interrompit Ricardo, fronçant les sourcils. « Papa, la police a dit que vous avez été enlevé, mais vous ne nous avez jamais expliqué ce qui s'est passé exactement. » Don Emilio soupira. Parce que je ne le sais pas avec certitude. Je suis sorti me promener comme chaque soir. Quelqu'un m'a frappé par derrière. Je me suis réveillé attaché à cet arbre au milieu de nulle part. Mes ravisseurs n'ont jamais demandé de rançon. Ils n'ont jamais communiqué avec moi. Ils m'ont simplement laissé là pour mourir. « Et vous n'avez aucune idée de qui pourrait vouloir vous faire du mal ?» demanda Carmen. « J'ai des ennemis, comme tout homme d'affaires. Mais ça, c'était différent. Ça semblait presque personnel. » Ricardo échangea un regard avec sa sœur. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, papa. L'entreprise reçoit des menaces, des lettres anonymes, des appels étranges. Quelqu'un dit avoir des informations qui pourraient nous détruire. »« Quel genre d'informations ?» demanda Don Emilio, soudainement alerte. « Nous ne savons pas. Mais ça a commencé juste après votre enlèvement. » Lupe, qui écoutait attentivement, sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Pourquoi quelqu'un enlèverait-il un vieil homme pour ensuite l'abandonner sans demander de rançon? Et pourquoi ces menaces apparaissaient-elles maintenant? « Vous devriez peut-être rester ici, papa, » suggéra Carmen. « Vous seriez plus en sécurité. » Don Emilio secoua la tête. « Non, ma place est avec Guadalupe maintenant. »« Elle peut aussi rester. » offrit Ricardo, bien que son ton montre bien que l'idée ne lui plaisait pas. « Nous avons des chambres de libre. »« Je préfère notre maison, » répondit Don Emilio. « Elle est plus petite, mais on s'y sent plus chez soi. »
Alors qu'ils quittèrent le manoir, Lup remarqua qu'une voiture noire les suivait à distance. Elle ne dit rien, mais resta sur ses gardes, observant par la vitre arrière du taxi qui les ramenait à leur modeste logement. Cette nuit-là, alors que Don Emilio dormait, Lup entendit un bruit dans le jardin. Le cœur battant la chamade, elle regarda par la fenêtre de sa petite chambre. Une ombre se déplaçait parmi les buissons. Sans hésiter, elle prit une vieille batte de baseball qu'ils avaient trouvée dans l'abri et sortit discrètement. « Qui est là ?» demanda-t-elle, essayant de faire sonner sa voix ferme malgré la peur. L'ombre s'arrêta. Puis, une voix féminine répondit « Lup, c'est toi ?» La batte faillit lui tomber des mains. Cette voix, c'était impossible, mais elle la reconnaîtrait n'importe où. « Maman ?» Comme pour accompagner la révélation, un éclair illumina momentanément le jardin, révélant le visage d'une femme d'une trentaine d'années, avec les mêmes cheveux noirs et les mêmes yeux que Lup voyait chaque matin dans le miroir fissuré de la salle de bain. « Ma chérie, dit la femme, s'approchant avec prudence, tu as tellement grandi. » Lup recula, s'accrochant à la batte. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as abandonné, tu es parti. »« Je sais, mon amour, et il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas, mais je ne pouvais pas revenir. Ce n'était pas sûr. »« Pas sûr? De quoi parles-tu » La femme regarda nerveusement vers la maison. « Est-ce qu'il est là, mon père ?»« Oui, il dort. J'ai besoin de te parler, c'est important. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses dangereuses. » Lup hésita. Toute sa vie, elle avait rêvé de ce moment, du retour de sa mère. Mais maintenant, en l'ayant devant elle, elle ne ressentait qu'un mélange confus de nostalgie et de colère. « Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu m'as abandonné. »« Parce que ta vie pourrait être en danger, » répondit la femme avec urgence. « La mienne l'a été pendant des années, et tout ça à cause de lui, de mon père. Don Emilio, mais il a pris soin de moi. Il m'a donné un foyer. Les apparences sont trompeuses, ma chérie. Mon père est un homme puissant, et les hommes puissants ont des secrets sombres, des secrets que certains tueraient pour protéger. » Avant que Lup puisse répondre, les lumières de la maison s'allumèrent. La porte arrière s'ouvrit, révélant la silhouette voûtée de Don Emilio, en peignoir sur son pyjama, et une expression d'incrédulité absolue. « Dolores » murmura-t-il, comme s'il voyait un fantôme. « C'est toi ?» La femme se tendit visiblement. « Bonjour, papa. Ça fait longtemps. »« Mon Dieu » murmura-t-il, avançant à pas tremblants. « Je pensais que tu étais morte. Je t'ai cherché. Pendant des années. »« Non, vous ne l'avez pas fait, » répondit-elle froidement. « Si vous aviez vraiment voulu me trouver, vous l'auriez fait. Vous avez l'argent et les contacts pour ça. Que se passe-t-il » interrompit Lup, confuse. « Vous deux... » « Va à l'intérieur, Guadalupe, » ordonna Don Emilio. « Ta mère et moi devons parler. »« Non, » intervint Dolores. « Elle reste, elle a déjà passé trop de temps dans l'obscurité. » Tous les trois entrèrent dans le modeste salon où la tension était si palpable qu'elle semblait être un autre occupant de la pièce. Lupe s'assit sur un vieux fauteuil, serrant ses genoux contre sa poitrine, tandis que Dolores et Don Emilio se tenaient aux extrémités opposées. « Où avez-vous été toutes ces années ?» demanda Don Emilio. « Pourquoi avez-vous abandonné votre fille ?» Dolores laissa échapper un rire amer. « Vous voulez vraiment savoir? Je me suis caché, papa, de vous, de vos associés, de tous ceux qui ont essayé de me faire taire. »« Vous faire taire? De quoi parlez-vous ?»« Des documents, papa, ceux que j'ai trouvés dans votre bureau il y a 15 ans, ceux qui prouvaient les détournements de fonds, le blanchiment d'argent, les pots de vin aux fonctionnaires du gouvernement. Tout l'empire Suarez construit sur la corruption et les mensonges. » Don Emilio pâlit. « Ce n'est pas vrai. Notre entreprise a toujours opéré dans le respect de la loi. »« Mensonge, » lança Dolores. « J'ai vu les preuves de mes propres yeux, et quand je vous ai confronté, vous m'avez menacé. Vous m'avez dit que si je parlais un jour, je le regretterais. »« Je ne ferai jamais ça, » protesta Don Emilio. « Vous êtes ma fille, je vous ai toujours aimée. M'aimer, m'appeler menteuse et voleuse, c'est ça aimer?
Me jeter hors de votre maison enceinte de 7 mois, c'est ça, aimer. Je ne savais pas que vous étiez enceinte, murmura-t-il visiblement choqué. Vous êtes parti sans dire un mot. Un jour, vous avez simplement disparu. Parce que je n'avais pas le choix, répondit Dolores. Un de vos associés m'a trouvé en train de faire des copies des documents. Il m'a menacé. Il a dit que si je ne disparaissais pas, quelque chose de terrible pourrait arriver à mon bébé. Lupe, qui était restée silencieuse, intervint. « Mais alors, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi ne nous sommes-nous pas cachés ensemble ?» Dolores s'agenouilla devant sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. « Parce qu'on vous surveillait, mon amour, toutes les deux. J'ai essayé de nous cacher, mais il nous trouvait toujours. Un jour, un homme est venu à notre appartement. Il a dit que le seul moyen de vous protéger était que je disparaisse, que je simule ma mort et que je vous laisse à quelqu'un qui pourrait vous protéger. Et vous pensiez que la rue la protégerait ?» demanda Don Emilio incrédule. « La laisser seule, sans personne pour s'occuper d'elle ?» ?»« Elle n'était pas seule, » répondit Dolores. « Je l'ai laissée à Sœur Conception, au couvent Sainte-Marie. Elle était censée s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'il soit sûr de revenir. » Lupe secoua la tête. « Sœur Conception est morte il y a des années. Un accident, ont-ils dit. Le couvent a fermé et personne n'a voulu s'occuper des filles qui vivaient là. Avez-vous déjà été abandonné par un être cher ou avez-vous vous-même vécu cette situation? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. » Le visage de Dolores se contracta dans une grimace de douleur. « Je ne savais pas. Mon Dieu, je ne savais pas. J'ai essayé de me tenir au courant de ce qui vous concernait, mais c'était difficile. Chaque fois que je m'approchais trop, ils apparaissaient. »« Qui sont-ils » demanda Don Emilio, la voix tendue. « Qui vous a menacé pendant toutes ces années ?»« Votre associé Antoine Herrera, » répondit Dolores, « et votre fils Ricardo. » Le silence qui suivit cette déclaration fut absolu, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Don Emilio s'effondra sur le canapé, le visage décomposé par l'incrédulité. « Non, » murmura-t-il, « Ricardo ne ferait jamais ça, c'est mon fils. »« Et je suis votre fille, » répliqua Dolores. « Cela ne vous a pas empêché de choisir l'argent plutôt que moi. Je n'ai jamais choisi l'argent plutôt que... »« Et vous ?» protesta Don Emilio. « Vous étiez confuse, vous tiriez des conclusions hâtives. J'ai voulu vous expliquer, mais vous ne m'avez pas donné l'occasion. » « M'expliquer quoi? Que les virements vers des comptes au Panama étaient légitimes? Que les millions qui ont disparu du fonds de pension des employés étaient une erreur? Comptable. » Don Emilio ferma les yeux, comme si le poids des accusations était trop lourd à supporter. « Vous êtes comme votre mère, » murmura-t-il, « toujours avoir le pire en moi. »« Ma grand-mère » intervint Lupe, de plus en plus confuse. « Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? » Votre grand-mère, Espérance, était la seule personne qui osait s'opposer à votre grand-père, répondit Dolores, avec un mélange de tristesse et d'admiration dans la voix. Elle savait tout ce qui se passait dans l'entreprise, toutes les décisions contestables, tous les accords secrets, et elle ne s'est jamais tue. Votre mère exagère, intervint Don Emilio. Espérance avait ses opinions, oui, mais elle comprenait que dans les affaires, il faut parfois prendre des décisions difficiles. « Des décisions difficiles ?» lança Dolores. « C'est comme ça que vous appelez ce qui est arrivé aux travailleurs de la mine à Zacatecas? Une décision difficile ?» Le visage de Don Emilio s'assombrit. C'était un terrible accident. Personne n'aurait pu le prévoir. « Mensonge », répondit Dolores, se levant brusquement. « Il y avait des rapports, papa. Des rapports qui avertissaient des conditions dangereuses, du manque d'équipement adéquat. Vous les avez ignorés parce que réparer ces problèmes aurait coûté de l'argent que vous avez préféré investir dans votre nouveau manoir d'été. » Lupe observait l'échange avec les yeux grands ouverts, absorbant chaque mot, chaque accusation. Son monde, qui commençait à peine à se stabiliser, basculait à nouveau dangereusement. « C'est pour ça qu'ils vous ont enlevé ?» demanda-t-elle soudainement. « À cause de ce qui s'est passé dans cette mine ?» Don Emilio parut surpris par la question. «
Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu mes ravisseurs. Ils ne m'ont jamais parlé. Mais ils vous ont laissé en vie, fit remarquer Dolores. Ils vous ont abandonné dans un endroit où ils savaient que quelqu'un pourrait vous trouver. Ils ne voulaient pas vous tuer, papa. Ils voulaient vous effrayer. Ou vous avertir, ajouta Lup. Comme une leçon. Don Emilio les regarda toutes les deux, avec une expression de défaite qui le faisait paraître plus vieux et plus vulnérable qu'il ne l'était réellement. Peut-être ont-elles raison. J'ai commis des erreurs que j'ai essayé de réparer pendant des années. Mais jamais, jamais, je n'aurais mis ma famille en danger. Aucune partie de ma famille. Alors pourquoi Ricardo et Antoine m'ont-ils menacé ? Demanda Dolores. Pourquoi ai-je dû laisser ma fille et disparaître ? Je ne sais pas, admit Don Emilio, mais je vais le découvrir, je vous le promets. À ce moment-là, un bruit à l'extérieur alerta les trois. Des phares de voiture illuminèrent brièvement les rideaux du salon. Dolores se tendit, s'approchant, de la fenêtre avec prudence. « C'est une voiture noire », murmura-t-elle. « La même qui me suit depuis des semaines. » Don Emilio la rejoignit à la fenêtre. « C'est la voiture de Ricardo, dit-il, avec un mélange de surprise et de crainte. Comment a-t-il su où nous trouver ? Peut-être qu'il nous a suivis depuis ? » « Le manoir, » suggéra Lup. « J'ai vu une voiture noire nous suivre quand nous avons pris le taxi. Il faut qu'on s'en aille, » pressa Dolores. « Maintenant, on n'est pas en sécurité ici. »« S'en aller ?» répéta Don Emilio. « Où ? » ?»« J'ai un endroit, » répondit-elle. « Un endroit où je me suis caché ces derniers mois. Personne ne le connaît. »« Et vous nous faites confiance pour vous accompagner ?» demanda Don Emilio. « Après tout ce que vous avez dit sur moi. »« Je ne vous fais pas confiance, papa, » dit Dolores franchement, « mais je crois que vous aimez votre petite fille. Et en ce moment, c'est la seule chose qui compte. » Lup, qui était restée silencieuse, prit une décision. « Je vais chercher mes affaires, » dit-elle, se dirigeant vers sa chambre. Tout en ramassant le peu qu'elle possédait, quelques livres, des vêtements et la photographie que Don Emilio lui avait donnée, Lup sentit un mélange confus d'émotions. D'un côté, la joie d'avoir retrouvé sa mère, de savoir qu'elle ne l'avait pas abandonnée par choix. De l'autre, l'incertitude de ce qui allait arriver et le doute sur qui disait réellement la vérité dans cette histoire. Don Emilio apparut sur le seuil de sa porte. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Tout ça est... trop. » Il hocha la tête, comprenant. « Je sais. Et je suis désolé. Je n'ai jamais voulu vous entraîner dans les problèmes de notre famille. Mais est-ce que c'est vrai ? Demanda Lup, le regardant dans les yeux. Les détournements de fonds, l'accident dans la mine, tout ce que dit ma mère ? Don Emilio soupira profondément. Une partie, oui. J'ai commis des erreurs, Guadalupe, des erreurs pour lesquelles j'ai payé pendant des années. Mais je vous jure que je n'aurais jamais, jamais fait de mal à votre mère ou à vous. Vous êtes mon sang, ma famille. » Avant que Lup ne puisse répondre, Dolores entra précipitamment dans la chambre. « Il faut qu'on y aille maintenant, » pressa-t-elle. « Il y a d'autres voitures qui arrivent. » Tous les trois sortirent par la porte de derrière, s'enfonçant dans l'obscurité de la nuit. Dolores les guida à travers des ruelles étroites et des passages cachés, se déplaçant avec la sûreté de celle qui connaît bien les coins les moins fréquentés de la ville. Pour Lup, qui avait survécu dans la rue pendant des années, cette façon de se déplacer lui était tristement familière. Après ce qui parut une éternité, ils arrivèrent à un vieux bâtiment abandonné à la périphérie de la ville. De l'extérieur, cela ressemblait à une autre structure décrépite, mais à l'intérieur, Dolores avait aménagé un petit espace habitable. Un lit, une table, quelques chaises et des étagères remplies de livres. « Home, sweet home », dit-elle avec un sourire triste, allumant une lampe à pétrole qui baigna la pièce d'une lumière chaude et vacillante. Don Emilio observa l'endroit avec un mélange de tristesse et de culpabilité. « Vous avez vécu ainsi toutes ces années, cachée comme une fugitive. »« Pas toujours, » répondit Dolores. « Parfois, je trouvais du travail, des appartements décents, mais jamais longtemps. Il fallait toujours que je bouge, que je change d'identité, que je recommence. »« Et vous n'avez jamais essayé de me contacter ?» demanda Lup, qui ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine rancœur.
J'ai essayé, assura Dolores, pendant des années, mais le couvent était surveillé. Chaque fois que je m'approchais, ils apparaissaient. Ensuite, quand sœur Conception est morte et que vous avez disparu, je vous ai cherché dans toute la ville, interrogeant d'autres enfants des rues, des vendeurs ambulants, n'importe qui, ou qui aurait pu vous voir. Je vous ai cherché aussi, confessa Lup, au début, puis j'ai juste arrêté. Un silence gênant s'installa entre eux, rempli d'années perdues et de mots jamais dits. Finalement, Don Emilio le rompit. « Nous avons besoin d'un plan, dit-il. Nous ne pouvons pas nous cacher éternellement. Si Ricardo et Antoine sont vraiment derrière tout ça, nous devons les affronter. » « Les affronter ?» répéta Dolores, incrédule. « Ils sont puissants, papa. Ils ont de l'argent, des contacts, de l'influence. »« Et j'ai des preuves, » répondit Don Emilio. « Des preuves que j'ai accumulées pendant des années en attendant le bon moment pour les utiliser. »« Quel genre de preuves ?» demanda Dolores. « Des documents, des enregistrements, des témoignages de personnes qui ont été lésées par les activités illégales de l'entreprise. Tout le nécessaire pour m'assurer que quand j'agirai, il n'ait aucune échappatoire. »« Et pourquoi n'avez-vous pas agi avant ?» questionna Dolores. « Pourquoi attendre si longtemps ?»« Parce que je voulais protéger la famille, » confessa Don Emilio. « Ricardo, Carmen, tous les employés qui dépendent de l'entreprise pour vivre, je voulais trouver un moyen de nettoyer le nom de la société sans la détruire complètement. Et maintenant c'est différent. Maintenant, il s'agit de vous protéger, vous et Guadalupe. Et je suis prêt à tout sacrifier pour cela. » Lup, qui avait écouté attentivement, intervint. « Où sont ces preuves ?»« Dans un coffre-fort, » répondit Don Emilio, « à la banque principale, au centre-ville. »« Impossible d'y accéder, » dit Dolores, secouant la tête. « Ils surveilleront tous vos mouvements. »« Pas si nous avons de l'aide, » suggéra Don Emilio. « Quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui n'est pas sous l'influence de Ricardo ou Antoine. »« Qui ?» demanda Dolores, sceptique. « Carmen, » répondit-il. « Votre sœur » Dolores laissa échapper un rire amer. « La même Carmen qui m'a regardé comme si j'étais une ordure quand vous m'avez présenté comme votre fille illégitime. Celle qui ne m'a jamais adressé plus de 2 mots de suite. »« Carmen a changé, » assura Don Emilio. « Elle a mûri. Et elle n'a jamais été d'accord avec les affaires louches de l'entreprise. En fait, je crois qu'elle soupçonne depuis longtemps Ricardo et Antoine. »« Comment en êtes-vous si sûr ?» demanda Lup. « Par sa réaction quand je lui ai parlé de votre mère, de vous, j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux, pas de surprise, comme si elle savait déjà, ou du moins soupçonnait, une partie de l'histoire. » Dolores hésita, pesant le pour et le contre. « C'est risqué, » admit-elle finalement. « Mais c'est peut-être notre seule chance. » Cette nuit-là, tous les 3 dormirent peu. Lup, habitué à être toujours alerte, se réveillait au moindre bruit, craignant que leurs poursuivants ne les aient trouvés. Don Emilio passa des heures assis près de la fenêtre, observant la rue déserte avec des yeux fatigués, et Dolores, incapable de trouver le sommeil, passa la nuit à relire de vieux articles de journaux et des documents qu'elle avait accumulés pendant des années, cherchant un indice, une connexion qu'elle aurait pu manquer. Au lever du soleil, Don Emilio utilisa le téléphone public du coin pour appeler Carmen. La conversation fut brève, codée. Ils se donnèrent rendez-vous dans un lieu neutre, l'église Saint-François, dans le centre historique de la ville. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas un piège ?» demanda Dolores, alors qu'il se frayait un chemin dans la foule matinale, essayant de passer inaperçu. « Je ne peux rien assurer, » admit Don Emilio, « mais je dois croire en quelqu'un, et je choisis de croire en ma fille. Je suis aussi votre fille, » murmura Dolores, « et vous n'avez jamais cru en moi. » Don Emilio s'arrêta, la prenant doucement par le bras. « J'ai toujours cru en vous, Dolores. Simplement, je ne voulais pas faire face aux vérités que vous me montriez. Il était plus facile de tout nier que d'accepter que j'avais construit ma fortune sur des fondations pourries. » L'église, un bâtiment centenaire en pierre et en vitraux, était pratiquement vide à cette heure du matin. Quelques vieilles dames priaient sur les premiers bancs.
et un prêtre préparait l'autel pour la messe de midi. Carmen les attendait, sur un banc à l'écart, vêtue de vêtements simples et sans les bijoux qui ornaient habituellement son cou et ses poignets. « Papa !» dit-elle en les voyant, embrassant brièvement Don Emilio. Puis, ses yeux se posèrent sur Dolores. « Sœur !» ajouta-t-elle avec une inclinaison de tête. « Carmen !» répondit Dolores froidement. Carmen regarda alors Lupe, et un sourire authentique illumina son visage sévère. « Ma nièce, quel bonheur de vous revoir !»« Sommes-nous en sécurité ici ?» demanda Don Emilio, regardant nerveusement vers l'entrée. « Pour l'instant, oui », répondit Carmen. « Ricardo est en réunion avec les actionnaires, essayant de calmer les esprits après votre disparition. Et Antoine est à l'étranger, censément en train de conclure une affaire au Brésil. » « Censément ? Je crois qu'il déplace de l'argent, » confessa Carmen. « De grosses sommes, comme s'il se préparait à fuir. »« Comment savez-vous tout ça ?» demanda Dolores, toujours méfiante. « Parce que j'enquête, » répondit Carmen. « Depuis des années, depuis que vous êtes partie, Dolores, et que papa a commencé à changer, il est devenu distant, amer. J'ai commencé à me demander ce qui s'était réellement passé entre vous. »« Et qu'avez-vous découvert ?» demanda Lupe, intervenant pour la première fois. Carmen la regarda avec un mélange de tristesse et d'admiration. « Que mon frère et son associé pillent l'entreprise depuis des décennies, qu'ils ont menacé, soudoyé, et peut-être pire encore tous ceux qui se sont mis en travers de leur chemin. Et que mon père, bien qu'il n'ait pas participé activement à tout cela, l'a permis par action ou omission. » « Et pourquoi n'avez-vous rien fait à ce sujet ?» questionna Dolores. « Parce que j'avais besoin de preuves, » répondit Carmen. « Des preuves irréfutables, et parce que j'avais peur de ce qui pourrait m'arriver à ma famille si je les affrontais. »« J'ai ces preuves, » intervint Don Emilio, « dans un coffre-fort de la Banque nationale, mais je ne peux pas y accéder sans que Ricardo le sache. » « Je peux le faire, » dit Carmen. « Je suis signataire autorisé sur tous vos comptes. Vous vous souvenez? C'était votre idée, au cas où quelque chose vous arriverait. »« C'est trop dangereux, » protesta Don Emilio. « S'il vous découvre, ce ne sera pas la première fois que je me rendrai à la banque en votre nom, » le rassura Carmen. « Ça ne suscitera pas de soupçons. »« Et ensuite ?» demanda Dolores. « Qu'est-ce qu'on fait de ces preuves ? » « On les apporte aux autorités, » répondit Carmen avec détermination, « au parquet national financier. J'ai des contacts là-bas, des personnes qui ne sont pas sur la liste de paix de Ricardo ou Antoine. » Dolores regarda sa sœur avec de nouveaux yeux, surprise par sa détermination et son courage. « Pourquoi faites-vous ça, Carmen ? Vous pourriez simplement détourner le regard, comme vous l'avez fait pendant des années. »« Parce que j'en ai marre, » confessa-t-elle. « Marre de vivre dans un mensonge, de prétendre que nous sommes une famille respectable, alors qu'en réalité, nous nous sommes construits sur la souffrance des autres. Et parce que je veux connaître ma nièce, savoir qu'elle est en sécurité et qu'elle a un avenir devant elle. » Lupe, ému par ces mots, s'approcha de Carmen et, après un moment d'hésitation, l'embrassa brièvement. « Merci, » murmura-t-elle. Le plan se mit en place le soir même. Carmen se rendit à la banque, agissant avec la normalité de quelqu'un qui effectue une transaction de routine. Don Emilio, Dolores et Lupe attendirent dans un café proche, surveillant constamment la rue au cas où un visage connu apparaîtrait. Après ce qui parut une éternité, Carmen revint avec une petite mallette, mais lourde. « Je l'ai, » dit-elle à voix basse, s'asseyant à côté d'eux. « Tous les documents, les enregistrements, tout. Avez-vous remarqué quelque chose de suspect ?» demanda Don Emilio, scrutant son visage. « Non, » répondit-elle. « Tout s'est bien passé, trop bien peut-être. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Dolores. « Je ne sais pas, » admit Carmen. « Juste un pressentiment. Comme si ça avait été trop facile, à ce moment précis, comme si le destin voulait confirmer leurs craintes. » Lupe vit Ricardo entrer dans le café, accompagné de deux hommes à l'air menaçant.
Leurs regards se croisèrent et le visage de Ricardo se durcit, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de triomphe. « Ils nous ont trouvés », murmura Lup, indiquant discrètement l'entrée. Tous les quatre se tendirent visiblement. Don, Emilio, dans un geste protecteur, posa sa main sur celle de Lup. « Restez calme », murmura-t-il. « Ils ne feront pas de scandale en public. »« Et les documents ?» demanda Dolores, regardant nerveusement la mallette. « Donnez-les-moi, » dit Lup soudainement. « Je peux me faufiler par la cuisine. Je connais ces rues. »« Mieux que personne. »« C'est trop dangereux, » protesta Don Emilio. « Encore plus dangereux de nous faire attraper tous ensemble, » répliqua Lup. « Faites-moi confiance. J'ai survécu dans les rues pendant des années. Je sais comment disparaître. » Après un moment d'hésitation, Carmen glissa discrètement la mallette à Lup sous la table. « Faites attention, » murmura-t-elle. « Et allez, à l'adresse que je vous ai donnée plus tôt. Nous vous y attendrons. » Avec la naturelle de quelqu'un qui se dirige vers les toilettes, Lup se leva et se dirigea tranquillement vers l'arrière du café. Elle sentit le regard de Ricardo la suivre, mais elle n'accéléra pas le pas ni ne montra de signe de nervosité. Déjà dans la cuisine, ignorant les protestations des employés, elle sortit par la porte de service et s'enfonça dans le labyrinthe de ruelles qu'elle connaissait si bien. Elle courut comme seul peut courir quelqu'un dont la vie a dépendu d'elle d'innombrables fois, vite, silencieusement, consciente de chaque ombre, de chaque recoin, de chaque cachette ou voie d'évacuation possible. La mallette, lourde et volumineuse, gênait sa progression, mais elle refusait de la lâcher, ne serait-ce qu'une seconde. Après une demi-heure de manœuvres évasives, sûre d'avoir semé tous les éventuels poursuivants, Lup arriva à l'adresse que Carmen lui avait fournie. Un petit appartement dans un immeuble discret, dans un quartier calme, mais pas trop huppé. À sa grande surprise, la porte était entr'ouverte. Avec prudence, elle poussa doucement, prête à fuir au moindre signe de danger. L'appartement semblait vide, mais ordonné et propre, comme si quelqu'un l'avait préparé récemment pour être occupé. « Bonjour » appela-t-elle à voix basse. « Don Emilio ? Maman ? Carmen ?» Un bruit derrière elle la fit se retourner brusquement, serrant la mallette contre sa poitrine comme un bouclier. Mais ce n'était aucun de ses poursuivants qui était là. C'était une femme âgée, aux cheveux blancs attachés en un chignon, avec une expression de sereine dignité sur son visage sillonné de rides. « Bienvenue, Guadalupe, » dit la femme d'une voix chaleureuse. « Je vous attendais depuis longtemps. » Le cœur de Lup fit un bond. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, dans ses yeux qui la regardaient avec tant d'affection. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sans lâcher la mallette. La femme sourit. « Je suis Espérance, votre grand-mère. » Elles se regardèrent, pendant ce qui parut une éternité, toutes les deux paralysées par l'ampleur du moment. Finalement, Lup rompit le silence. « Mais ma mère a dit, tout le monde pensait que j'étais morte ?» compléta Espérance, avec un sourire triste. Oui, c'était l'intention. Le seul moyen de protéger ma famille était de disparaître. « Je ne comprends pas, » murmura Lup, confuse. « Protéger qui? De quoi ?»« Asseyez-vous, ma chérie, » dit Espérance, désignant un canapé proche. « C'est une longue histoire, et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Lup hésita, mais quelque chose dans le regard de la vieille dame inspirait confiance. Elle s'assit, plaçant la mallette à côté d'elle, sans la lâcher tout à fait. « Tout a commencé il y a plus de 30 ans, » commença Espérance. « Votre grand-père était un homme ambitieux mais honnête. Nous avons construit l'entreprise ensemble, brique par brique, avec du travail acharné et des sacrifices. Mais à mesure qu'elle grandissait, les tentations aussi, les occasions de prendre des raccourcis, de contourner les règles, les détournements de fonds, » murmura Lup. « L'accident dans la mine. » Espérance acquiesça. « Votre grand-père n'était pas directement responsable de ces choses, mais il les a permises. Il a détourné le regard quand ses associés, surtout Antoine, ont commencé à corrompre l'entreprise. Et je n'ai pas pu le supporter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai confrontée.
Je lui ai dit que s'il ne nettoyait pas l'entreprise, je le ferais moi-même. J'ai réuni des preuves, des documents, des témoignages. J'étais prête à tout apporter aux autorités. Et qu'est-il arrivé? Antoine l'a appris. Il m'a menacé, non seulement moi, mais toute la famille. Emilio, Ricardo, Carmen, et surtout Dolores, qui venait de découvrir qu'elle était enceinte. Ma mère, murmura Lupe. Oui, ma précieuse Dolores, aussi courageuse, aussi têtue, que sa mère, dit Espérance avec fierté. Je n'ai pas eu le choix. Pour tous les protéger, j'ai simulé ma mort. Un accident de voiture, un corps méconnaissable, le parfait alibi. Et vous vous êtes caché toutes ces années, veillant, attendant le bon moment pour agir, gardant un œil sur vous tous, sur Emilio, qui s'est enfoncé dans la culpabilité, et les remords après ma mort, sur Dolores, qui a dû se cacher pour vous protéger, et sur vous, ma petite guerrière, survivant dans les rues avec une force qui me brise le cœur et me remplit de fierté en même temps. C'est vous qui avez enlevé Don Emilio ? Demanda Lupe, assemblant les pièces du puzzle. Espérance acquiesça. Une dernière tentative pour le faire réagir, pour lui montrer ce que l'on ressent lorsqu'on est arraché à sa vie, à sa famille. Et ça a marché, n'est-ce pas? Il vous a trouvé, et ça a tout changé. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi vous révélez après tant de temps? Parce qu'Antoine et Ricardo sont allés trop loin. Ils ont commencé à éliminer tous ceux qui représentaient une menace. Sœur Conception n'est pas morte dans un accident, Guadalupe. Elle a été assassinée parce qu'elle en savait trop, parce qu'elle vous protégeait. Lupe sentit un frisson lui parcourir le dos. Et les autres? Don Emilio, ma mère, Carmen. Si tout s'est déroulé comme prévu, il devrait être en route, répondit Espérance, consultant sa montre. J'ai donné des instructions précises par l'intermédiaire de Carmen, qui a été mon alliée secrète pendant des années. Comme répondant à ces mots, la porte s'ouvrit, révélant Don Emilio, Dolores et Carmen, tous les trois avec des expressions de soulagement en voyant Lupe saine et sauve. Mais ce soulagement se transforma en incrédulité absolue lorsque leurs yeux se posèrent sur Espérance. « Impossible !» murmura Don Emilio, pâlissant comme s'il avait vu un fantôme. « Espérance !»« Bonjour, Emilio !» répondit-elle doucement. « Ça fait longtemps. »« Maman !» murmura Dolores, les larmes aux yeux. « C'est vous. C'est vraiment vous. »« Ma chérie !» dit Espérance, ouvrant les bras. Dolores courut vers elle, l'embrassant avec le désespoir de celui qui récupère un trésor perdu depuis longtemps. Carmen se joignit à l'étreinte, tandis que Don Emilio restait paralysé sur le seuil, comme s'il craignait qu'un faux mouvement ne fasse disparaître la vision devant lui. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il finalement, la voix brisée. « J'ai vu votre corps, j'étais à vos funérailles. »« Vous avez vu ce qu'Antoine voulait que vous voyiez ?» répondit Espérance. « Un corps méconnaissable, des documents falsifiés, l'illusion parfaite. » « Antoine était au courant ?» demanda Carmen, se séparant de l'étreinte. « Il savait que vous étiez vivante ?»« Il a tout orchestré, » expliqua Espérance. « Il m'a donné le choix, disparaître à jamais ou voir ma famille être détruite un par un. J'ai choisi de disparaître, mais je n'ai jamais renoncé à l'espoir de pouvoir nous réunir tous un jour. Et nous avons vécu en croyant que nous protégions les uns les autres, » murmura Dolores, regardant sa mère avec de nouveaux yeux. « Alors qu'en réalité, vous veillez sur nous tous depuis l'ombre. Chacun de vous a porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps, » dit Espérance, prenant les mains de sa fille. « Mais ça se termine aujourd'hui. »« Comment ?» demanda Don Emilio s'approchant enfin. « Antoine et Ricardo sont toujours là-bas, et maintenant, ils savent que nous avons les preuves. »« Justement, » répondit Espérance avec un sourire énigmatique, « c'était l'intention. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Lupe confuse. « Que pendant que vous les distraire au bistrot, mes contacts à la police exécutaient des mandats de perquisition dans les bureaux de l'entreprise et dans les résidences personnelles d'Antoine et Ricardo, expliqua Espérance. Les documents que vous avez dans cette mallette ne sont que des copies. Les originaux ont été remis au parquet il y a 3 jours. Un silence stupéfait suivit cette révélation. Ce fut Carmen qui le rompit finalement. Alors, tout ça était
Un piège pour Antoine et Ricardo. Un dernier acte de justice, confirma Espérance, et de rédemption, pour nous tous. À ce moment-là, le téléphone de l'appartement sonna. Espérance y répondit, écouta brièvement et raccrocha avec une expression de satisfaction. « Ils sont arrêtés », annonça-t-elle, « tous les deux, et les preuves trouvées dans leur propriété sont plus que suffisantes pour les garder derrière les barreaux pendant de nombreuses années. »« Et maintenant quoi ?» demanda Dolores, regardant sa mère avec un mélange d'admiration et de crainte. « Qu'est-ce qui nous attend ?»« Maintenant, » répondit Espérance, tendant une main vers Don Emilio, « maintenant nous recommençons. En famille, si c'est ce que vous souhaitez tous. » Don Emilio, les larmes coulant librement sur son visage ridé, prit la main tendue. « Rien ne me ferait plus plaisir, » murmura-t-il. « J'ai vécu dans un cauchemar depuis que je vous ai perdu. Je ne veux plus continuer à perdre les gens que j'aime. » Lup, qui avait tout observé avec un mélange d'étonnement et de prudence, s'approcha lentement. « Est-ce que cela signifie que j'ai une famille, une vraie famille ? » « Vous l'avez toujours, ma chérie, » répondit Espérance, l'attirant vers le cercle qu'il formait. « Seulement, nous étions tous trop perdus pour nous trouver. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'événements. L'arrestation d'Antoine et Ricardo secoua le monde des affaires français. Les médias se remplirent d'histoires de corruption, d'entreprises, de pots de vin à des fonctionnaires et, le plus choquant de tout, la réapparition d'Espérance Suarez, donnée pour morte depuis des décennies. L'entreprise familiale subit une profonde restructuration. Don Emilio, avec les conseils d'Espérance, mit en œuvre des changements radicaux, des compensations pour les employés touchés par des pratiques abusives, des améliorations des conditions de travail, des programmes de responsabilité sociale. C'était, comme il le décrivit lui-même, une tentative de nettoyer des décennies de mauvaises décisions. Pour Lup, le changement fut encore plus profond. Après des années passées à survivre dans les rues, elle se retrouva soudain avec une famille, un foyer et un avenir qui paraissait impossible auparavant. Elle retourna à l'école, où son intelligence naturelle et sa détermination firent rapidement d'elle une élève brillante. Sa relation avec Dolores, initialement tendue par les années de séparation, se renforça de jour en jour, construisant des ponts sur l'abîme que les secrets et la peur avaient créés entre elles. Carmen, libérée du poids des secrets de famille, s'épanouit de manière inattendue. Elle assuma un rôle actif dans la nouvelle direction de l'entreprise, apportant des idées novatrices et une vision éthique qu'elle avait réprimée pendant des années. Et avec Lup, elle développa le type de relation tante-nièce que toutes les deux désiraient, chaleureuse, complice, pleine de longues conversations et de promenades dans la ville. Don Emilio et Espérance, réunis après si longtemps, durent apprendre à se connaître à nouveau. Lui avait changé, adouci par le remords et la solitude. Elle avait grandi plus forte, trempée par des années de surveillance silencieuse et d'attente patiente. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire, non seulement leur mariage, mais aussi la famille qu'ils avaient failli perdre à jamais. Et Lup, pour elle, la transformation fut peut-être la plus profonde de toutes. D'enfant des rues à petite fille de l'une des familles les plus en vue de France, le changement aurait pu être accablant. Mais les années de survie lui avaient donné une résilience et une sagesse qui lui servaient désormais dans sa nouvelle vie. Elle n'oublia pas ses racines, ni les autres enfants qui avaient été ses compagnons dans les rues. En fait, elle convainquit sa famille de créer une fondation dédiée à secourir les enfants des rues en leur fournissant une éducation, des soins médicaux et surtout une chance pour un avenir meilleur. Un après-midi, alors que Lup supervisait les travaux de la première maison-famille financée par la Fondation, Don Emilio s'approcha d'elle. « Je suis fier de vous », dit-il, observant comment les ouvriers installaient de grandes baies vitrées dans ce qui serait une lumineuse salle à manger communautaire. « Vous avez pris quelque chose de terrible et vous l'avez transformé en quelque chose de beau. »« J'ai appris des meilleurs, » répondit-elle avec un sourire. « Vous aussi, vous avez transformé votre culpabilité en quelque chose de positif. » Don Emilio hocha la tête, pensif. «
Parfois, je me demande si je mérite cette seconde chance. Après tout ce que j'ai laissé arriver, le passé ne peut pas être changé, dit Lup, répétant les mots que sa grand-mère Espérance lui avait dit quelques jours auparavant. Mais l'avenir est entre nos mains, et tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de le rendre meilleur que ce que nous avons laissé derrière nous. Don Emilio la regarda avec des yeux brillants d'émotion. « Vous êtes incroyablement sage. Et pour votre âge, ce n'est pas de la sagesse, répondit-elle, c'est de la survie. On apprend à regarder vers l'avant quand regarder en arrière fait trop mal. » À ce moment-là, Dolores et Espérance les rejoignirent, apportant les plans des futures extensions du projet. Les 4 générations de la famille Suarez, enfin réunies, travaillant ensemble pour un but commun. « Vous savez, » commenta Dolores en étalant les plans sur une table de fortune, « quand je me cachais, je rêvais de moments comme ça. Tous, les 4 ensemble, faisant quelque chose qui compte. Je rêvais aussi, confessa Lup à voix basse, chaque nuit, sous les ponts ou dans les ruelles. Je rêvais d'une mère qui revenait me chercher, d'une famille qui m'attendait quelque part. Et nous y sommes, dit Espérance, passant un bras autour des épaules de sa petite fille. Nous nous retrouvons enfin. Bien que de la manière la plus inattendue, ajouta Don Emilio avec un sourire triste. Qui aurait cru qu'il faudrait m'attacher à un arbre pour que ma vie prenne enfin le bon chemin? Ils rirent ensemble, ce genre de rire qui est à moitié joie, à moitié libération, le son de personnes qui ont traversé le feu et sont ressorties, non indemnes, mais plus fortes, plus sages, plus complètes. L'histoire de la famille Suarez, avec ses secrets et ses trahisons, avec ses pertes et ses retrouvailles, devint un symbole de rédemption dans une ville où de telles histoires se terminaient rarement bien. L'entreprise, désormais dirigée avec des principes éthiques et une responsabilité sociale, se transforma en un modèle à suivre. La Fondation pour les enfants des rues grandit pour devenir l'une des plus importantes du pays. Avez-vous déjà vécu des retrouvailles inattendues avec quelqu'un d'important dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour Lup, l'enfant qui n'avait autrefois ni nom ni foyer, le changement le plus significatif ne fut pas matériel. Ce ne furent pas le confort, ni l'éducation, ni même la sécurité de ne pas avoir à se soucier de son prochain repas. Ce fut la certitude, l'absolue et réconfortante certitude qu'elle appartenait à un endroit, qu'il y avait des gens à qui elle tenait, des gens qui s'ennuieraient si elle disparaissait, des gens qui la chercheraient jusqu'à la retrouver, des gens qui l'aimaient simplement pour ce qu'elle était. Un an après les retrouvailles familiales, Lup retourna à l'endroit où tout avait commencé, l'arbre tordu où elle avait trouvé Don Emilio attaché et abandonné. L'endroit avait peu changé. Il restait un coin oublié à la périphérie de la ville où la civilisation cédait progressivement la place aux paysages arides et sauvages. Elle s'assit à l'ombre de l'arbre, sentant la terre rugueuse sous ses jambes. Elle ne portait plus de haillons, et ses chaussures, une paire de baskets confortables, protégeaient ses pieds qui avaient autrefois connu chaque pierre et chaque fissure des rues. Mais à ce moment-là, alors qu'elle caressait l'écorce rugueuse de l'arbre, elle se permit de se souvenir de l'enfant qu'elle avait été. Non pas avec douleur ou ressentiment, mais avec gratitude pour sa force, pour son entêtement, pour son refus de se rendre même lorsque tout semblait perdu. « Vous étiez là », dit une voix derrière elle. Dolores, vêtue simplement d'un jean et d'un chemisier blanc, s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Votre grand-mère m'a dit que vous pourriez être ici. » « Je voulais revoir cet endroit une fois de plus, » expliqua Lup, « pour me rappeler comment tout a commencé. » Dolores hocha la tête, comprenant. « Parfois, je retourne aussi au lieu de mon passé. L'appartement où nous vivions quand vous étiez bébé, le parc où je vous emmenais jouer, le dernier endroit où je vous ai vu avant de disparaître. » Pourquoi? Pour me rappeler que tout était réel, que ce n'était pas un rêve ou un cauchemar, que nous avons vraiment vécu ces vies, que nous étions vraiment ces personnes. Lup prit la main de sa mère, un geste qui, petit à petit, était devenu naturel entre elles. Parfois, je me réveille encore au milieu de la nuit, convaincu que je suis dans la rue, que tout cela n'est qu'un rêve dont je vais me réveiller.
Je sais, dit Dolores, moi aussi. Mais ensuite j'ouvre les yeux, je vois ma chambre, j'entends les bruits de la maison et je me souviens que c'est réel, que nous sommes en sécurité, que nous sommes ensemble. Pensez-vous que ça disparaîtra un jour complètement? Cette « y a peur » ? Je ne sais pas, répondit Dolores avec honnêteté. Peut-être pas. Peut-être que ce sera toujours une cicatrice que nous portons en nous. Mais les cicatrices nous rappellent aussi que nous avons survécu, que nous avons guéri. Elles restèrent silencieuses un moment, observant le soleil commencer à descendre à l'horizon, teignant le ciel d'orange et de pourpre. Finalement, Lup reprit la parole. « Vous savez, qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai vu Don Emilio attaché à cet arbre? Quoi? J'ai pensé, c'est comme moi. Seul, abandonné, sans que personne ne se soucie de savoir s'il vit ou s'il meurt. » Dolores serra la main de sa fille. « Je me souciais de vous, murmura-t-elle. Chaque jour, chaque heure, je me souciais de vous. Seulement, je ne pouvais pas le montrer. »« Je sais, » répondit Lup. « Maintenant, je sais. » Alors qu'elle se levait pour rentrer à la maison, où le reste de la famille les attendait pour le dîner, Lup jeta un dernier regard à l'arbre. Elle ne le voyait plus comme un symbole d'abandon et de solitude, mais comme le lieu où avait commencé son chemin de retour. Non seulement vers une famille et un foyer, mais vers elle-même. Don Emilio avait été attaché par les cordes physiques de ses ravisseurs, mais aussi par celles invisibles de la culpabilité, du remords et des secrets. Dolores avait été attachée par la peur et la nécessité de protéger sa fille. Carmen, par la loyauté familiale mal comprise, et Espérance, par la menace qui pesait sur ceux qu'elle aimait. Et Lup, l'enfant des rues, avait été attaché par la solitude et l'abandon, par la conviction que personne ne s'ennuierait de son absence. Mais maintenant, tous étaient libres, non pas parfaits, non sans cicatrices, mais libres de construire quelque chose de nouveau ensemble. « On rentre à la maison, » dit Dolores en lui prenant la main. Et Lup, l'enfant qui autrefois n'avait ni foyer ni nom, la suivit avec la certitude qu'elle ne serait plus jamais seule. La ville de Paris, avec ses contradictions et sa beauté chaotique, continuait sa vie autour d'eux. Des milliers d'histoires comme la leur, certaines avec des fins heureuses, d'autres moins, se déroulaient dans ces rues, jour après jour. Mais celle-ci, l'histoire d'une enfant des rues qui avait trouvé un millionnaire attaché à un arbre et découvert qu'il était son grand-père, était unique dans son improbabilité, dans son enchaînement presque magique d'événements qui avaient conduit 5 personnes perdues à se retrouver. Alors que le taxi les ramenait chez eux, Lup posa sa tête sur l'épaule de sa mère et ferma les yeux, se permettant, peut-être pour la première fois, de ressentir pleinement la sécurité d'appartenir à un endroit, d'avoir des racines, de faire partie d'une histoire plus grande que sa propre solitude. Et à ce moment-là, tandis que la ville défilait dans un flou de lumière et de sons familiers, elle sut qu'elle était enfin arrivée à la maison. Non pas une maison faite de briques et de ciment, bien qu'elle l'ait aussi maintenant, mais à cet endroit intérieur où la peur cède à la confiance, où la solitude se dissout dans la connexion, où les blessures commencent à guérir. Cet endroit que certaines personnes appellent l'amour, les retrouvailles inattendues qui avaient commencé par un acte de compassion sous un arbre à la périphérie de la ville, avaient transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui étaient impliqués. Ils étaient passés de l'isolement à la connexion, des secrets à la vérité, de la peur à l'espoir. Et alors que le taxi s'arrêtait devant la maison où ils vivaient désormais tous ensemble, Lup pensa que c'était peut-être la véritable définition du foyer. Non pas un lieu où l'on retourne, mais des personnes avec lesquelles on peut enfin être soi-même. « Nous sommes arrivés », dit Dolores en lui serrant la main. Et Lup, avec un sourire qui illuminait son visage de l'intérieur, répondit « Oui, enfin. Félicitations. Écrivez un heure dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne. »